ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Awalaji, directeur service conseil à CGI et un grand amateur de Lunch and Learn. Donc, c'est un outil qui permet le partage de connaissances et faire de réseautage en même temps. Donc, aujourd'hui, nous avons une belle présentation que notre expert EPM, Mathias, va nous faire présenter. Donc, je vais lui laisser la parole. Juste une petite note, la présentation est enregistrée par WebEx pour les gens qui ne sont pas capables de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, on va se partager la présentation plus tard. Pour les gens à distance, vous êtes tous en mute. Si vous voulez poser des questions, quelque chose comme ça, assurez-vous de faire étoile 6 pour vous faire un mute. Sans plus tarder, bienvenue. Et puis, pour ceux qui sont à Montréal, bonne pizza. Lunch and Learn, ça va être sur un sujet qui, je pense, c'est l'actualité pour tous. Comment optimiser l'utilisation et la mise en place, et la mise à jour, excusez-moi, d'un plan de projet. Tout d'abord, on va commencer par l'introduction. Moi, c'est Mathias Cotard-Vendroy. Je suis conseiller principal à CGI, expert EPM. J'ai plusieurs expériences en gestion de projet en tant que PCO, en tant que coach aussi de PCO et en tant qu'aussi accompagnement de PMO. Je mets aussi en place des solutions comme Project Server et Project Online, donc ce qu'on appelle EPM plus communément. Et je fais partie d'une équipe aussi de travail et de support EPM qui font, dont vous voyez la liste à l'écran. Les objectifs d'aujourd'hui, ça va être quoi? Les objectifs, ça va être d'abord de parler un peu de la mise à jour d'un plan de projet. Dans un premier temps, donc comment rester en contrôle de notre plan de projet. Et dans un deuxième temps, de parler de tout ce qui est intégré des données supplémentaires de suivi. Donc, comment vous faciliter la vie. Suite à ça, on va avoir une période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les garder le plus possible pour ce moment-là. On a assez de temps pour ça. Si jamais vous avez des questions vraiment urgentes et que vous ne pouvez ne pas les poser plus tard, mais n'hésitez pas non plus à appuyer sur étoile 6 et à nous les faire part pour ceux qui sont à distance. Ou bien simplement lever la main ici pour ceux qui sont présents. Comme ça, ça me sera plus simple pour moi de choisir à quel moment interrompre. Sans plus tarder, on va parler d'abord de la mise à jour d'un plan de projet. Avant de faire un peu parler vraiment de ça, on va faire un petit rappel. Ce rappel-là va être important parce qu'on va parler de ces sujets, on va utiliser ces termes plus tard dans la présentation. En l'occurrence, il faut bien comprendre comment MS Project fonctionne d'abord. MS Project est basé sur quoi? Il est basé sur 3 types de données. Premier type de données, vous connaissez tous ça, ce sont les tâches. Deuxième type de données, ce sont les ressources. Mais ce qui fait le lien entre vos ressources et vos tâches, c'est ce qu'on appelle l'assignation. Et l'assignation est une donnée en tant que telle qui existe dans MS Project et dont on va pouvoir utiliser pour faire différentes choses et nous simplifier la vie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la mise à jour de notre plan de projet? C'est très simple. La mise à jour d'un plan de projet, généralement, c'est relié à un processus de mise à jour. Ce processus de mise à jour commence par quoi? Généralement par une fin de période, donc une fin de semaine, ou bien par une fin de période mensuelle ou de reddition de compte. Une fois qu'on a cette fin de période mensuelle ou de reddition de compte qui arrive, qu'est-ce qui se passe? On a généralement ce qu'on appelle une soumission de feuille de temps. Donc on récupère l'information de nos ressources pour mettre à jour un plan de projet, suite à laquelle on met à jour le plan avec cette information-là. Et une fois qu'on a mis à jour cette information dans notre plan, on va en faire la révision des efforts. Tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la fin de la journée à faire ce qu'on appelle la production d'un suivi de projet. Ça peut être une reddition de compte mensuelle, ça peut être une reddition de compte hebdomadaire. Ça va dépendre du format que vous avez besoin. Mais pour faire tout ça, des fois, on a des problèmes. Ça peut être compliqué. Pourquoi ça peut être compliqué? Très simple, parce que quand on va mettre à jour notre plan de projet, on va être amené à utiliser ce qu'on appelle des vues, soit de l'utilisation des ressources. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous amène comme problème? Les tâches ne suivent pas un ordre hiérarchique, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on est dans le plan de projet vis-à-vis de nos ressources. Les tâches peuvent avoir le même nom, donc ça peut être très confondant parce qu'elle va apparaître de manière générale dans la hiérarchie ici sans vraiment le voir laquelle est laquelle. Et si jamais on n'utilise pas l'utilisation des ressources et qu'on utilise ce qu'on appelle l'utilisation des tâches, là on a la hiérarchie, mais on perd ce qu'on avait avant. Ça veut dire la vision de l'information par ressource. Donc là on voit la hiérarchie de notre plan de projet, mais on perd la vision sur nos ressources individuellement. Similairement, quand je mets à jour mon plan de projet, qu'est-ce qui se passe? Les choses que j'avais projetées, ça veut dire peut-être que j'avais projeté de faire quelques heures, 40 heures.
35 heures, 37 heures et demie, ça va dépendre de votre organisation, vont disparaître un peu avec les réels que j'ai mis dans mon plan de projet. Pourquoi? Parce que MS Project est un outil justement de suivi de projet, donc il va réagir de manière dynamique avec l'information que vous allez lui mettre. En l'occurrence, vous allez donc perdre la projection que vous avez mis initialement. Donc se comparer par rapport à cette projection-là devient compliqué. Donc on a 3 problèmes qu'on va aborder ici avec l'optimisation de la mise à jour d'un plan de projet. Premier problème, c'est comment voir l'information par ressource, comment garder une vision sur la hiérarchie pour pouvoir s'y retrouver dans le plan en même temps qu'on met à jour les plans de projet. Et le troisième point, c'est comment garder une trace sur ce qu'on avait projeté pour pouvoir se comparer à la fin de la journée. Essentiellement, pour répondre à ce problème-là, on va utiliser 3 fonctionnalités de MS Project. Si vous ne les connaissez pas, on va faire un rappel assez court. La première fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle des champs personnalisés. Dans MS Project, vous avez une panoplie de champs personnalisés qui vous permettent de rentrer tout type d'informations. Ces champs-là, vous en avez généralement en moyenne entre 10 et 20 par type de champ. Et on retrouve ces champs-là autant sur les ressources que sur les tâches. Similairement, on va aussi utiliser ce qu'on appelle des regroupements et des filtres. Ça va nous permettre de récupérer l'information selon ce qu'on veut voir et surtout la filtrer selon ce qu'on a besoin de voir. En cours de connexion à la conférence. Et à la fin de la journée, nous avons aussi des vues personnalisées. Les vues, ça nous permet de regrouper l'information qu'on a utilisée, nos champs personnalisés, nos regroupements et nos filtres, et en faire un tableau de bord, si on peut dire ça comme ça, pour avoir l'information au même endroit rapidement. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'utiliser cette information-là, mais on va aussi la combiner aussi avec ce qu'on appelle, excusez-moi, les baselines. Pourquoi? Pour ceux qui sont familiers avec les baselines, vous les utilisez pour différentes raisons. Suivi d'un budget, suivi d'une planification initiale. Tout aussi, vous allez l'utiliser pour ce qu'on appelle les calculs de la valeur acquise, donc faire ce qu'on appelle des IPC, des IPD. Mais on n'a pas besoin de se limiter uniquement à cela. On peut utiliser les baselines pour faire beaucoup d'autres choses. Pour ceux qui ne sont pas familiers, baseline, c'est ce qu'on appelle le planning de référence ou la planification initiale ou la planification de référence. Selon les versions que vous avez de MS Project, le terme peut varier. Et dans la dernière version d'MS Project qui est 2016, c'est ce qu'on appelle le planning de référence. Donc pourquoi est-ce qu'on se limiterait à un seul baseline? Dans MS Project, vous avez droit à 11 baselines. On pourrait faire un baseline par trimestre. On pourrait faire un baseline mensuel. On pourrait même y aller de manière hebdomadaire. Ou même faire des scénarios de planification et les garder en mémoire. Dans certains cas de figure, quand vous allez être dans EPM, vous allez pouvoir avoir accès à uniquement une partie de ces baselines-là. Ça va dépendre de la configuration de votre organisation ou de votre environnement de travail. Mais généralement, vous devriez au moins conserver à peu près au moins 6 baselines qui sont disponibles pour vos besoins. Donc si j'en ai 6, je pense que j'en ai assez pour faire au moins un suivi hebdomadaire, trimestriel et mensuel. Ou bien quelques scénarios de planification. Pourquoi est-ce que ça va être intéressant d'utiliser des baselines? Parce qu'on va pouvoir les combiner pour justement se comparer plus tard. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être assez hands-on. On va aller créer une vue qui va nous permettre de regrouper l'information par ressources, garder la hiérarchie de mon plan de projet à travers leur assignation et similairement afficher le baseline de référence, le planning de référence dont on a besoin pour faire une comparaison avec ce que les ressources sont chargées ou planifiées de faire. Donc ici, vous voyez de manière très visuelle le résultat de ce qu'on va faire. Sans plus tarder, allons directement dans MS Project. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas très bien à l'écran. Toutes les étapes que je vais présenter ici seront disponibles en annexe. Et une fois qu'on vous aura envoyé la présentation, vous pourrez justement passer à travers pour la regarder. Similairement, la présentation est aussi enregistrée, ce qui veut dire qu'elle sera mise à disposition et vous pouvez revenir aussi dedans pour revoir les étapes une à une. Donc ici, on a quoi? Ici, on a un plan de projet qui est assez, somme toute, basique, mais qui va nous permettre de répondre à notre besoin en termes de suivi de projet. Pourquoi? On a des tâches, on a une hiérarchie, et comme vous pouvez le voir, on a même aussi des usagers, enfin des ressources qui sont assignées à mes tâches-là. Donc, si jamais je vais dans mes vues et que je regarde l'utilisation des ressources, vous pouvez voir que ici, l'utilisation des ressources est assez, somme toute, basique.
on va voir les ressources et toute la liste des tâches qui sont assignées dessus. Donc, initialement, quand je vous mentionnais qu'on perd une visibilité sur la hiérarchie et que les tâches similaires vont se regrouper ensemble, c'est ça que je voulais mentionner. Si jamais j'utilise l'utilisation des tâches, qu'est-ce qui se passe? Similairement, on retrouve notre hiérarchie de plan, puis on voit nos ressources qui y sont assignées. On voit même sur quoi est-ce qu'ils sont prévus de travailler. Le problème avec ça, comme mentionné initialement, l'information est regroupée par tâche. Elle n'est pas regroupée par ressources. Donc, on perd la visibilité sur ce que la ressource fait dans son ensemble. Donc, comment est-ce qu'on va répondre à ça? On va aller d'abord dans l'utilisation des ressources. L'utilisation des ressources est intéressante parce qu'au premier niveau, on a les ressources et au plus bas niveau, on a les tâches. Et ça tombe bien, ce qu'on veut voir à la fin de la journée, c'est sur quoi les ressources sont assignées. Donc, le plus bas niveau qu'on veut voir, ce sont les tâches. Donc, on va commencer avec ce vue-là. Puis, on va rajouter toutes les colonnes qui nous intéressent. Par exemple, moi, je veux voir le travail réel. Puis, je veux voir aussi ce qu'il leur reste à faire. Donc, j'ai commencé par ajouter les colonnes qui m'intéressent. Dans la vue de droite, il va me manquer certaines informations. Il va me manquer, par exemple, le travail réel. Puis là, avant de commencer à saisir mes réels, il faut que j'y pense. Est-ce que j'ai fait mon baseline de la semaine dernière? Est-ce que j'ai gardé une trace, une image de ce que j'ai planifié avant de commencer à saisir mes réels? Si vous ne l'avez pas fait, on va enregistrer une planification pour garder cette trace-là. Puis enregistrer une planification, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire une image de tout votre travail que vous avez prévu au moment où vous la faites. Vous pouvez le faire sur des tâches en particulier, vous pouvez le faire sur l'ensemble du projet. Pour les besoins d'un suivi, on va la faire sur l'ensemble du projet. Donc là, je vais aller dans le projet, je vais aller définir mon baseline, puis je vais choisir lequel je veux choisir. Donc, tout à l'heure, je vous ai mentionné que vous avez le choix sur 11 différents baselines. Ici, vous voyez, j'utilise déjà le 0. C'est celui que j'utilise pour ma planification initiale. Je n'ai pas envie de le perdre. Mais ça se peut que ça fait il y a 3 mois que j'ai fait ce baseline-là. Ça se peut qu'il ne représente pas la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie de garder une trace. Je vais utiliser le baseline 3 pour garder ma trace d'aujourd'hui, avant de commencer à saisir mes réels. Puis, je vais décider de le faire sur l'ensemble du projet. Parce qu'au final, je vais garder la trace de où est-ce que mon projet est au moment où je fais mon baseline. Une fois que j'ai fait ça, mon baseline est enregistré. Il a fait une photo, c'est un snapshot. La photo ne change pas. Ce qui veut dire qu'on peut se comparer plus tard par rapport à cette information-là. Puis comme j'ai fait cette photo, je peux afficher dans la partie de droite l'information de ce baseline-là. En l'occurrence, faites un clic droit sur la partie de droite, cliquez sur le style de détail et allez chercher ce qu'on appelle le baseline 3. Donc, on va chercher le baseline 3 et affichez-le. Alors moi, j'aime bien l'afficher tout en haut. Vous l'affichez entre le travail et le réel, c'est vous qui décidez. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que dans la partie de droite, la vue me donne à la fois le travail projeté, ce qu'on appelle ici le work, le travail réel, mais aussi mon image de mon baseline 3. Si vous voulez vous simplifier la vie pour faciliter votre vision de votre baseline 3, vous pouvez aussi mettre des couleurs sur le baseline 3. Là. Alors avant de faire ça, il faut enlever généralement la vue All Assignment Work, parce que sinon ça override votre vue. Vous cliquez sur baseline 3 et vous donnez une couleur. Par exemple, un vert clair. On va mettre un peu plus visible. Donc vous voyez ici mon baseline 3 ressort en gris. Maintenant, j'ai envie de voir mon actual work plus facilement. Peut-être que je vais le mettre en blanc. Si j'ai envie de voir aussi mon work d'une autre manière, j'ai envie de différencier en fait l'information que j'affiche à l'écran. On va le mettre par exemple en gris. Peut-être pas en gris, mais en blanc, pas trop grave. Pas sauvegarder, excusez-moi. Voilà. Puis j'ai envie de montrer toutes mes choses qui sont récapitulatives, donc pas mes tâches, d'une couleur différente. Pourquoi? Parce que je saisis en fait mon information sur les tâches, pas sur les récapitulatifs. Donc j'ai envie de les différencier. Donc ça c'est 1, 2, 3. C'est différemment écrit, c'est all quelque chose, all resource. On est. Donc vous voyez que sur mon écran, tout ce qui est au niveau
de mes tâches, de mes ressources dans ce cas-là, va être grisé. Mais tout ce qui va être au niveau de là où je saisis mon temps va être de couleurs différentes. Ça me permet de simplifier ma visibilité sur ce que je vais saisir. Similairement, j'ai mis mon baseline 3 d'une couleur verte. Ça me permet de voir par rapport à quoi je me compare assez rapidement. J'aurais très bien pu mettre l'actual ou bien donc le réel, ou bien la projection d'une couleur différente. Ça va dépendre de ce que vous préférez. Une fois que j'ai fait ce travail-là préliminaire, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle un regroupement. Puis le regroupement va être très important. Comment faire un regroupement? Vous allez d'abord dans l'affichage. Si vous cliquez ici dans Groupe, et vous faites un nouveau groupe. Joining the meeting. Bien sûr, il faut nommer le groupe de manière facile pour vous y retrouver. Donc, en l'occurrence, ici, on va faire regroupement suivi hebdomadaire. Le nom n'importe peu, ça va dépendre de votre besoin. J'ai mal écrit. Voilà. Vous pouvez aussi choisir d'afficher ce regroupement dans le menu pour pouvoir le retrouver rapidement plus tard. Et on va commencer à regrouper l'information. Et qu'est-ce que je veux au premier niveau de regroupement? Je voulais d'abord avoir mes ressources. C'est ça que je voulais voir d'abord. Donc on va aller chercher les ressources. Vous voyez ici, comme je suis dans une vue de gestion des ressources, mon regroupement est automatiquement sur les ressources. Donc j'ai mis ici le nom et le type de champ qui est affiché à l'écran. Vous voyez ici, c'est ressources. Similairement, on va vouloir aussi rajouter ce qu'on appelle le niveau hiérarchique. Donc en français, en français, c'est ce qu'on appelle le niveau hiérarchique et en anglais, c'est le task outline number. Sauf que si je fais un regroupement juste sur ça, l'information va être regroupée sur les ressources. Je n'ai pas de hiérarchie sur mes ressources. C'est pas ça qui m'intéresse. Pour pouvoir faire ce qu'on appelle un regroupement à 2 dimensions, il faut cliquer sur l'option qui s'appelle assignation de groupe et pas de ressources. Pourquoi? En faisant ça, ça me donne ici l'option de choisir à la place de ressources mon assignation. Donc si vous vous souvenez au début de notre présentation, j'ai mentionné que le lien entre mes tâches et mes ressources, c'est l'assignation. Ici, en regroupant sur un champ de type assignation, je vais récupérer l'information de mes tâches et donc essentiellement ma hiérarchie au niveau de mes tâches. Ça, c'est impossible à faire. Si jamais vous n'avez pas cliqué sur cette petite option-là qui s'appelle assignation de groupe et non de ressources. Cette fonctionnalité-là est disponible dans toutes les versions d'AMS Project. On parle de 2003 à 2016. Très utile quand vous voulez faire des regroupements sur 2 dimensions. Et une fois que moi j'ai fait ça, vous allez pouvoir voir qu'au niveau de mon affichage, tout d'abord au plus haut niveau, on voit ma ressource. Puis après, on voit toute la hiérarchie de mon plan, spécifique à la ressource, ainsi que toutes les tâches sur lesquelles elle est assignée. Ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? J'ai une vue par ressource et par hiérarchie. Donc ça répond au problème de savoir si j'ai des tâches qui ont des noms similaires, comme la gestion de projet. Ça peut revenir à plusieurs endroits dans votre projet. Ça peut être difficile de savoir dans quelle phase de votre projet vous êtes pour pouvoir saisir le temps dans la bonne activité. Ça, effectivement, ça va vous régler le problème, parce que vous allez savoir dans quelle phase de votre projet vous allez vous retrouver. Donc pour saisir des réels, c'est plus facile. Similairement, comme j'ai la hiérarchie de mon plan de projet et que j'ai une vision sur l'ensemble de ma ressource, je sais rapidement sur quoi ma ressource travaille au global dans le projet et à quel moment elle va intervenir. Donc si jamais la ressource est manquante ou n'est pas assignée à une phase d'un projet, je vais rapidement le voir. Similairement, j'ai aussi l'information sur mes réels et mes restes à faire. Donc je vais pouvoir voir sur quoi elle est assignée à chaque moment, au global autant que sur chacune des phases de mon projet. Et dans la partie de droite, j'ai une visibilité sur son travail réel par période de temps. Ce qui veut dire que je vais pouvoir voir où est-ce qu'elle travaille, à quel moment elle travaille et pour combien de temps elle travaille. Puis là où ça devient encore plus intéressant, c'est comme j'ai rajouté initialement mon baseline 3 et que je l'ai fait, j'ai gardé une trace sur comment ma ressource était censée travailler avant même de saisir mes réels. Et qu'est-ce qui va se passer si je commence à saisir de réels? Prenons Marc. Marc avait 40 heures de travail prévues pour cette semaine-là. On a soumis une feuille de temps, puis c'était uniquement pour 35 heures. Qu'est-ce qui se passe? La MS Project m'a poussé mes 5 heures plus loin pour la différence de 40 heures que j'avais projetée. Et il m'a remplacé la projection avec le nombre d'heures réelles que j'ai saisi. Donc j'ai perdu essentiellement une trace d'information que j'avais initialement. Sauf que comme je fais mon baseline 3 et que c'était une image, l'information n'est pas perdue.
Donc, je peux rapidement me comparer par rapport à cette information-là, savoir où est-ce que j'en suis dans mon projet, et même faire une comparaison avec différents scénarios de planification. Ici, j'ai fait une simple vue avec le baseline 3 pour vous montrer ce que c'est. Il n'y a rien qui vous empêche de faire et de rajouter plusieurs baselines pour vous comparer avec différents scénarios de planification, que ce soit l'initial, celui d'il y a 3 mois que vous avez fait au début du trimestre, ou celui que vous avez fait au début du mois. Ça vous permet de vous comparer à chaque moment de votre projet, garder une trace et rester en contrôle essentiellement sur votre projet. Ça, c'est pour la partie pratique. Similairement, mettons que Marc m'a dit qu'il a terminé de travailler son affaire. Ben, moi, je sais qu'il a travaillé 35 heures. La projection est revenue à 35 heures au global aussi. Donc, j'ai perdu la trace de mon 40 heures initial. Ben, c'est pas vrai, je l'ai pas perdu. Pourquoi? Parce que j'ai gardé mon baseline 3. Au fur et à mesure qu'on met à jour aussi notre plan de projet, on va garder cette trace-là. C'est pas juste au moment où on charge les réels, c'est aussi au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, essentiellement, avec cette vue-là, j'ai répondu à mes 3 besoins. Sauf que je ne l'ai pas enregistré. Comment est-ce que j'enregistre une vue pour pouvoir la rappeler rapidement au fur et à mesure que j'en ai besoin? Ben, une fois que vous avez configuré votre vue, vous allez faire quoi? Vous allez être dans Vue, Autre vue, sauvegarder la vue. Puis là, vous pouvez l'appeler selon votre besoin. Je mets mes initiales pour m'y retrouver généralement. Chacun fait comme il l'entend. Donc là, j'ai fait une vue pour mon suivi hebdomadaire, mon suivi de ressources hebdomadaires. Il n'y a rien qui m'empêcherait de faire une vue similaire pour mon suivi mensuel, trimestriel, et naviguer entre ces 3 vues-là pour pouvoir, au fur et à mesure, voir ce que la ressource a fait. Donc, une fois que j'ai fait ça, cette vue-là va être rapidement accessible dans mes vues. Ici, on voit suivi des ressources hebdomadaires. Et quand je viens dans l'utilisation des ressources, mettons que j'enlève mon regroupement initial, je peux même modifier cette vue-là pour montrer ce que j'avais initialement prévu et naviguer entre mes vues sans impacter l'information que j'affiche. Ici, si je reviens à suivi des ressources, vous voyez que ce n'est plus la même vue, plus les mêmes champs. Donc les modifications que j'ai faites à l'utilisation des ressources restent dans l'utilisation des ressources et n'impactent pas l'information que je veux montrer dans la vue. J'avais une question ici en arrière. Donc, cette vue-là, une fois qu'elle est enregistrée, est dans le plan de projet, dans le fichier du plan de projet. Ça veut dire que toute personne qui va accéder à ce plan-là va pouvoir les voir. Donc voilà comment créer une vue, utiliser le baseline et faire des regroupements sur l'information pour pouvoir voir ce qui m'intéresse et rester en contrôle de mon plan de projet. Mais ça ne s'arrête pas juste là. On peut aller beaucoup plus loin. En cours de connexion à la conférence. Là, je vous ai déjà expliqué les avantages. En effet, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des champs personnalisés pour après aussi intégrer de l'information de suivi dans notre plan de projet. Essentiellement, avec cette vue-là, on a fait quoi? On a répondu au problème de comment mettre à jour mon plan de projet. Mais je n'ai pas répondu à comment intégrer l'information et me faciliter la vie au niveau de mon plan de projet pour faire le suivi et la reddition de compte. Mais une fois que j'ai saisi toute mon information dans mon plan de projet, je peux aussi utiliser des vues pour calculer des indicateurs et ou des valeurs d'indices, dépendamment de l'organisation dans laquelle vous travaillez ou les besoins de l'organisation, pour avoir l'information directement dans mon plan de projet. Ici, en l'occurrence, j'ai pris un exemple. Je calcule la valeur acquise. Vous allez me dire, oui, mais la valeur acquise, MS Project le fait déjà. Oui, c'est vrai, mais dépendamment des organisations, elles peuvent décider de calculer la valeur acquise de manière complètement différente de celle d'MS Project. Eh bien, il est possible, à travers des champs personnalisés, de reproduire les besoins de vos indicateurs directement dans le plan de projet. Là, vous pouvez voir, j'utilise un indicateur type nombre, pour calculer le pourcentage d'avancement, et des champs personnalisés totalement différents de coûts et de nombre et d'indicateurs pour montrer l'information selon mes besoins. À quoi ça ressemble? Si on va dans mon plan de projet ici directement, et que je vais dans la vue que j'ai déjà créée auparavant, vous voyez ici que j'ai une vue qui est directement dans mon plan de projet avec des indicateurs et des champs personnalisés. Ces champs personnalisés-là marchent comment? Quand vous insérez ici une colonne, vous pouvez insérer ce qu'on appelle des champs de type texte, par exemple. Je suis en anglais, excusez-moi.
Donc vous voyez ici, j'ai une panoplie de notions de type texte que je peux utiliser. Ils sont généralement notés texte 1 à texte 20. Vous avez aussi, comme j'ai montré précédemment, des champs de type coût, date, indicateur et aussi niveau hiérarchique. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser ces champs-là pour mettre tout type d'information. Ce n'est pas limité à l'information que vous pouvez mettre manuellement, c'est-à-dire écrire manuellement une information dedans. Si vous êtes familier avec Excel et que vous utilisez des formules dans Excel, des conditionnels ou bien des formules mathématiques, MS Project permet de faire la même chose essentiellement. Donc en l'occurrence ici, si je vais dans les paramètres de mon champ personnalisé, je peux mettre une formule de calcul. Cette formule de calcul-là peut prendre plusieurs conditions. C'est ce que j'ai fait ici. Donc si vous avez déjà utilisé une formule ci dans Excel, ça va ressembler à exactement la même chose. Donc ma formule ici me prend l'information sur les coûts, va me calculer l'avancement basé sur les coûts. Sauf pour tout ce qui est milestone, donc tout ce qui est jalon, où je vais ignorer les jalons et prendre leur pourcentage d'avancement général. Ce n'est pas limité à ça. Une fois qu'on a une formule, on peut aussi la répliquer à d'autres choses. En l'occurrence ici, une formule de valeur acquise est plus simple, c'est une formule mathématique. Je prends les différents champs qui existent dans MS Project et en fonction de ces champs-là, j'applique différents calculs mathématiques, multiplication, division. Vous pouvez aussi répliquer cette formule-là pour tout ce qui est récapitulatif. Donc ici, en l'occurrence, quand vous faites une formule, vous pouvez l'appliquer à la fois à la tâche récapitulative qu'aux tâches. Mais vous pouvez aussi choisir de faire des choses différentes au niveau des tâches récapitulatives, c'est-à-dire utiliser des formules simples comme des sommes, des moyennes, ou bien des maximums et des minimums. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez choisir que pour chaque tâche récapitulative, le calcul soit différent de la formule. Toutes ces choses-là me permettent donc de calculer des indicateurs, de calculer des cotes et des variations dépendamment des besoins que j'ai, ou dépendamment de l'organisation dans laquelle je travaille a besoin. Avoir l'information directement dans MS Project, ça va vous rendre plus efficace. Pourquoi? Vous avez toute l'information au même endroit. Au lieu de copier-coller dans un Excel, de recalculer tout dans un Excel, faire des erreurs dans le copier-coller, ou bien faire des erreurs en prenant la mauvaise information quand on l'envoie dans le copier-coller, vous avez l'information directement dans votre plan de projet, donc vous êtes certain de votre résultat. La seule limite, c'est votre imagination arrivée là. On peut même arriver là à faire des indicateurs de couleurs. Donc si jamais vous devez produire des indicateurs de couleurs qui sont quantifiés, ça veut dire qu'ils sont basés sur des choses quantifiables. Par exemple, mon IPC, quand il est en dessous de 1.10, au-dessus de 0, au-dessus de 1.10 ou en dessous de 0.80, il doit être rouge. Ça, on peut le faire avec des formules. Donc ici, j'ai fait une formule sur un champ texte. Et dépendamment de mes codes de calcul, j'identifie si j'étais jaune, rouge ou vert en termes de texte. Mais une fois que j'ai fait ça, je peux aussi y appliquer à ces informations-là des indicateurs de couleurs et donc dériver automatiquement toute l'information dont j'ai besoin de mon plan de projet. Avoir toute cette information-là dans un plan de projet, ça vous simplifie beaucoup la vie, comme j'ai dit mentionné initialement. Donc on a parlé de comment mettre à jour un plan de projet et aussi comment simplifier la vie pour produire de l'information à travers cette mise à jour-là. Ce n'est pas limité à ça. Vous pouvez faire bien d'autres choses avec MS Project. Et c'est là où est-ce qu'on va arriver dans la deuxième partie de notre présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce que je vous ai présenté jusqu'à date? J'ai une petite question, mais je ne sais pas si elle arrive un peu trop tôt par rapport à ta présentation. Pas grave. Et, le fait d'enchaîner en fait, les plans de projet qui se raccrochent à des fiches qu'on a en fait. Qu'on souhaite consolider voilà, pour une même tâche, c'est bien que un projet représenter plusieurs tâches distinctes. Donc comment on est capable de regrouper ces informations pour obtenir effectivement le tableau de manière consolidée. Je pense qu'on va garder la question pour plus tard parce que c'est une question plus... c'est un peu tôt, il n'y a pas de mauvaise question. On va juste y répondre un peu plus tard parce que ça nécessite un plus grand approfondissement. La question, c'est comment est-ce que je regroupe l'information sur une information qui n'est pas forcément reliée à des données de base MS Project, donc plus reliée par exemple à un contrat ou bien toute autre information connexe qui peut être reliée à ça. Je vais juste généraliser la question, mais ça va répondre, je pense, à ton besoin pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres recommandations pour plus tard qui s'en viennent, ceux qui sont à la distance? On va commencer par une question ici dans la salle, vas-y. C'est pas une question, c'est sûr que là, ce qu'on voit, c'est MS Project, oui. et puis le réel, on le suit. Oui. Quand on
travaille dans le PM, Ouais. le réel, je rentre Tout à fait. donc c'est Oui. En effet, quand vous êtes dans EPM, pour bien des cas de figure, les réels sont rentrés et saisis directement à travers les feuilles de temps. Donc le système Project Survey, Project Online permettent de faire ça. C'est certain que la saisie devient un peu obsolète pour vous, mais toute la partie suivie reste quand même importante, se comparer de semaine en semaine, de trimestre en trimestre. Donc là, la vue devient intéressante au moins pour garder une trace sur l'information qu'on avait prévue et réviser à chaque période de temps, et pouvoir se comparer par rapport à ce que la saisie des heures a été faite. Il faut comprendre quelque chose, c'est quand vos ressources saisissent des informations dans un système intégré, un DRP qu'on appelle comme EPM, vous n'allez pas forcément voir dans votre approbation sur quoi c'était prévu initialement et combien était baseliné initialement. Donc pour garder cette information-là, la vue y répond d'une certaine manière parce que vous avez fait votre baseline auparavant. Donc vous gardez une trace une fois que les réels sont dans votre plan de projet. Oui, une autre question par rapport encore à ça. oui, par rapport à ça, donc en fait, ça, on regarde leur feuille de temps, Ouais. ils regardent la table. Oui, Donc nous, dans la description, on essaye de bien sûr. il est possible d'imaginer des feuilles de temps qui reprennent le récapitulatif pour les aider à Ça, c'est une question de vue dans EPM, donc c'est une question qu'on prendra, je pense, plus à part, là, parce que c'est spécifique à la configuration d'un système comme EPM. On parle de PM ou On parle de EPM. Non, c'est ça, non, je parle vraiment de PM. Parce que c'est une belle vue, par exemple. Oui, Et c'est pour saisir du réel, par Oui. exemple. c'est pas aussi juste pour saisir du réel. Vous pouvez aussi utiliser cette vue-là au-delà de ça. Ça peut être aussi utilisé pour communiquer avec vos ressources directement à l'information. Pourquoi? Parce qu'au final, ça ressemble un petit peu à la hiérarchie de quoi elles sont assignées. Vous avez une visibilité sur quoi elles travaillent. Donc, vous avez aussi, entre guillemets, la capacité de votre ressource dans le temps sur l'ensemble du projet en une seule vue. Votre plan de projet donc, peut être un outil de communication à travers ça, avec vos ressources, pour leur communiquer sur quoi est-ce que vous les avez assignés, ce que vous pensez qu'ils vont travailler, mais aussi pour récupérer le feedback de vos ressources par rapport à cette information-là qu'ils voient à l'écran. Donc, c'est dans les deux sens. Mais je comprends ton point. La question initiale pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui l'ont pas, excusez-moi, qui l'ont pas entendu à distance, c'était comment est-ce que dans un système comme un ERP, comme EPM, on peut afficher l'information pour que nos ressources puissent essentiellement voir la hiérarchie dans leur feuille de temps. Donc ça, on va y répondre un peu plus tard, parce que c'est une question un peu plus axée sur un outil spécialisé comme EPM. Vous avez une question? Donc si jamais il n'y a pas de question, on va passer à ce moment-là à la deuxième partie de notre présentation. La deuxième partie de notre présentation, c'est comment aller plus loin avec MS Project, avec EPM. Donc, quand je dis comment aller plus loin avec EPM, ben, là, on a vu des choses assez, somme toute, standards, que tout le monde a déjà vécu. La saisie, les feuilles de temps, la mise à jour d'un plan de projet, puis tout le cycle qui s'en va vers la reddition de compte. Mais dans bien des cas de figure, on a envie d'intégrer dans le plan de projet des choses additionnelles. Par exemple, le suivi agile en Scrum, les storypoints. De plus en plus d'entre vous sont amenés à gérer des projets en agile. Comment est-ce que j'intègre ça dans EPM? Comment est-ce que je me simplifie la vie avec MS Project aussi pour pouvoir suivre cette information-là? Il y a aussi des choses plus générales, comme le suivi des biens livrables de facturation ou bien le suivi de biens livrables, ce qu'on appelle un registre de livrables. Même aussi des registres de demande de changement. Comment est-ce que j'intègre ça directement dans MS Project? Puis pourquoi est-ce que je le ferai? Ben, intégrer l'information dans un seul document, c'est toujours plus facile, parce qu'on l'a rapidement, on sait où est-ce qu'elle est, tout est centralisé. Mais comment est-ce que je le traduis dans MS Project? On va prendre un exemple assez simple et assez complexe en même temps, l'agilité. Pour ceux qui sont habitués à gérer des projets en agile, on a ce qu'on a dans la gestion de projet en Scrum, ce qu'on appelle des sprints. Les sprints, pour un rappel rapide, ça va être notre période de planification sur laquelle on suit le contenu qu'on a planifié. Sauf que notre contenu en agile est géré par des points, il n'est pas géré par des tâches spécifiquement. Donc on va suivre en agile ce qu'on appelle l'avancement de nos points, donc l'avancement de notre backlog, donc notre contenu, sous forme d'un sunset graph, pour ceux qui sont habitués. Similairement, on va aussi voir pour chacun des sprints sur quoi mes ressources travaillent avec ce qu'on appelle un outil de burn down, donc le travail réel dans le temps versus le travail qui reste à travers le temps. Bon, toute cette information-là, généralement, est gérée par des outils tiers, comme Jira, TFS. Mais dans certains cas de figure, vous n'avez pas accès à Jira, TFS, et des fois, ils ne sont même pas configurés pour sortir cette information-là de manière générale.
Comment est-ce qu'on peut le faire à travers MS Project? Essentiellement, on peut le faire. Et ça, encore une fois, on ressort, dans ce cas-là, de l'information sur notre plan de projet. Donc ici, j'ai un plan de projet qui est organisé selon mes sprints pour gérer un projet en Scrum, donc en Agile. Chacun des sprints, je vais avoir l'information reliée à mon suivi. Puis, cette information-là va être ce qu'on appelle les stories, les points de story. Ici, dans mon PM, dans MS Project, excusez-moi, j'ai utilisé des champs personnalisés pour pouvoir traquer l'information. Ça veut dire capter toute l'information de suivi que j'ai en Agile, l'intégrer dans mon plan de projet pour en faire un suivi avec. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai fait un champ indicateur qui va me dire si, de manière générale, mon activité est agile ou pas. Parce que dans un projet agile, il y a des choses des fois qui ne sont pas tout à fait agiles. Donc nous, ce qui nous importe, c'est vraiment qu'est-ce qui est agile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Similairement, j'ai utilisé une panoplie de champs de type nombre pour pouvoir avoir toute l'information sur mes points de suivi, leur criticité, donc leur priorité, et aussi ce que j'ai fait de manière réelle et ce que j'ai fait de manière cumulative. Intégrer toute cette information-là directement dans MS Project a un but. Le but, ça va être pouvoir de générer directement avec cette information-là le graphique de suivi de projet, mon sunset graph. Ici, je ne vais pas passer à travers toutes les étapes pour faire cela. Pourquoi? Parce que c'est assez exhaustif. Cependant, dans l'annexe de la présentation, vous allez pouvoir voir toutes les étapes une à une expliquées, plus des exemples avec un plan de projet déjà configuré avec ça. Mais à quoi ça ressemble? Ici, vous avez des outils additionnels qui ne sont pas forcément juste des champs personnalisés, des outils de rapport. Vous pouvez faire des rapports dans la version 2013-2016 de MS Project graphiques. Et ces rapports graphiques-là vous permettent directement, basés sur l'information que vous avez dans votre plan de projet, de générer des graphiques de suivi. Donc en l'occurrence, vous pouvez ajouter des choses additionnelles dans votre plan de projet de suivi qui ne sont pas forcément nécessairement reliés à vos besoins de reddition de compte, mais qui sont peut-être intrinsèquement reliés à votre besoin de suivi de projet. En l'occurrence, toute l'information que vous voyez ici est générée directement dans le plan de projet. Ce n'est pas un Excel. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas MS Project 2013 et 2016, vous pouvez aussi garder l'information dans votre plan de projet et l'utiliser pour faire un graphique dans Excel. L'information sera toujours au même endroit. Il y aura aussi moins d'erreurs de saisie. Vous avez tout au même endroit dans votre plan de projet. Ça, c'est un exemple assez complexe, mais qui répond à beaucoup de besoins généraux qu'on a en suivi agile. Similairement, vous avez aussi des rapports qui sont déjà préfaits, qui permettent d'avoir l'information sur votre burn down. L'information vient de votre plan de projet directement. Pourquoi c'est intéressant aussi ce rapport-là? Quand on utilise des outils tierces, comme Jira ou TFS pour ceux qui utilisent de l'agile, vous n'allez pas saisir les réels dans ces outils-là, ou pas nécessairement les saisir. Ce qui fait que vous n'avez pas toute l'information nécessaire pour pouvoir produire ces rapports à travers un outil spécialisé comme Jira ou TFS. Par contre, dans MS Project, vous allez généralement l'utiliser pour suivre votre plan de projet. Donc, intrinsèquement, vous avez toute l'information pour faire ce qu'on appelle les burn down charts. Donc, générer cette information-là directement de MS Project et avec MS Project va vous permettre, d'aller plus vite dans la reddition de compte et garder toujours en tout temps, au fur et à mesure que vous mettez à jour votre plan de projet, un œil sur votre avancement de projet, quelle que soit la forme du suivi, que ce soit de la valeur acquise ou bien de l'agile. Ça ne se limite pas à ça. Comme je l'ai mentionné avant, on peut aussi intégrer dans un plan de projet un suivi de livrable et un suivi de facturation, un registre. Qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? J'utilise encore une fois des champs de type texte, des champs de type date. J'ai accès à des champs de type date personnalisés, donc date 1 à 20, pour pouvoir suivre tout type d'informations contractuelles avec un client. En l'occurrence, ici, j'ai créé une vue où je saisis à quel livrable correspond chacune de mes tâches. Puis, je me suis créé une autre vue où j'ai filtré l'information uniquement pour mes livrables et pour laquelle j'affiche tous les statuts de suivi de mes livrables. Donc, quand est-ce que j'ai livré, quand est-ce que j'ai eu l'approbation de mon client, quand est-ce que j'étais censé livrer le livrable. Et à travers toute cette information-là, vous pouvez aussi vous créer des indicateurs de couleur pour garder une trace et aller rapidement aux livrables qui font mal dans votre suivi de projet. Similairement, je pourrais faire aussi appliquer de l'information à mon registre de demande de changement.
il n'y a rien dans mon plan de projet qui m'empêche de créer une section pour juste le suivi des demandes de changement. Vous pouvez à ce moment-là utiliser encore une fois des champs de type texte avec une liste déroulante pour suivre le statut de votre demande de changement et des champs de type date pour garder une trace sur quand est-ce que la demande de changement a été soumise, quand est-ce qu'elle a été approuvée, et un champ de type coût pour garder une trace du montant qui a été approuvé pour votre demande de changement. Essentiellement, vous vous êtes simplifié la vie pour avoir tout dans votre plan de projet, garder l'information au même endroit, et rester efficace et efficient autant dans la mise à jour de votre plan de projet que dans le contrôle de votre projet de manière en général. Sans plus tarder, on va arriver à la période de questions. On en avait quelques-unes à l'écran, mais comme on vient de faire une nouvelle section de notre présentation, je vais d'abord prendre les questions relatives à ça. Une question au fond? Là, on parlait de avec les Oui. Est-ce que ça dit un nouveau design à ce Non. moment-là? Non. Ici, c'est un registre de demande de changement. Ce sont des champs qu'on saisit pour regarder un registre. Ce n'est pas nécessairement la mise à jour du plan. Donc, les champs de type coût, dans cet exemple-là en particulier, sont un champ de type coût 1, coût 2, coût 3, qui n'ont pas d'impact sur vos projections et sur vos baselines. Vous pouvez utiliser aussi les champs baseline. Mais dans certains cas de figure, dépendamment de votre organisation et des processus de mise à jour en fonction des demandes de changement, ça se peut que vous intégrez directement le baseline sur des activités courantes. Donc, vous n'avez pas de trace sur le montant qui a été nécessairement approuvé pour le baseline versus le montant de la tâche qui a changé avec le baseline et la demande de changement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? À distance, est-ce que des gens ont des questions ou bien des besoins qui n'ont pas été répondus à travers cette présentation-là? N'oubliez pas, vous devez appuyer sur étoile 6 pour vous démuter. On ne vous entend pas sinon. Quitte la conférence. C'est pas le bon étoile 6. Je peux me permettre, Claude? tu avais une question Oui. pour sauter un petit peu plus sur le fait que tu as construit une vue. Comment on peut la sauver, cette vue-là, Oui. et la protéger? Oui. Propager une vue peut se faire de plusieurs manières. À ce moment-là, ça nécessite d'aller dans MS Project, donc restez patient avec moi. Je vais ouvrir un plan de projet. Quand vous êtes dans MS Project ici, vous avez déjà des vues qui sont créées. Donc, je vous ai montré comment créer une vue. Comment propager une vue, c'est un peu différent. Propager une vue, simplement, vous pouvez, si vous êtes la personne qui a créé la vue, ouvrir un autre plan. La vue sera dedans, parce que c'est vous qui avez créé cette vue-là. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui veut propager la vue dans ce plan de projet à lui, il peut aller dans ce qu'on appelle l'organisateur. Donc ici, quand vous cliquez sur l'organisateur, vous pouvez pousser de l'information d'une vue à une autre, d'un plan à un autre, excusez-moi. Donc ici, par exemple, je pousse les vues de ce qu'on appelle le global, qui est votre fichier de configuration locale, à mon plan de projet qui est présentement ouvert. Mais j'aurais pu choisir un autre plan. Donc mettons que je veux propager une vue d'un plan A à un plan B. J'ouvre les deux plans d'abord. Une fois que les deux plans sont ouverts, je vais avoir accès à ces deux plans dans ces listes-là, choisir le plan de source et le plan de destination. Et je vais pouvoir copier ma vue d'un plan à un autre. Ça ne se limite pas juste aux vues. Je vais aussi copier ce qu'on appelle les tables et les champs. Donc les champs personnalisés que vous avez créés, vous pouvez aussi les copier d'une vue à une autre de cette manière-là. Gardez aussi toutes les formules que vous avez fait d'un champ, d'un plan à un autre. Donc ça, c'est pour copier une vue d'un plan à un autre, mais pas juste les vues. Est-ce que c'est pas mal clair par rapport à ça? Donc, ça répond à la question. La question qu'on n'a pas répondu, c'est que dans EPM, l'administrateur peut pousser les vues qui sont plus autonomes. Exact. Donc, si jamais il y a des vues qui sont intéressantes, que vous aimeriez que tout le monde les ait, et que vous êtes dans un système comme EPM, l'administrateur peut configurer la vue comme celle que j'ai créée et la pousser à tous les utilisateurs de cette plateforme-là pour que tout le monde ait les mêmes vues. Oui. Question pour les vues. Est-ce qu'il y a une façon de les utiliser aussi en fonction de EPM en ligne? Les utilisateurs ne peuvent pas changer les vues qu'ils ont dans la partie web. La partie web, les vues sont contrôlées encore une fois par les administrateurs de la même manière. Donc si une vue doit être faite dans EPM,
c'est à travers généralement l'administrateur pour la partie web qu'on va les configurer. Donc la question que tu avais initialement pour les feuilles de temps des ressources serait répondue en tant que telle à travers ça. Si jamais vous voulez faire une vue qui est intéressante pour tous les utilisateurs, vous pouvez demander à l'administrateur d'en configurer une. Est-ce que ça va répondre à 100% de tes besoins? Ben, c'est ça qu'il faut essayer de vérifier. La réponse, c'est non. Mais il y a quand même des options. Exact. Parce que la première difficulté qu'on veut résoudre, c'est la difficulté de la ressource qui, ça fait de temps, qui doit se retrouver. Elle doit décider sur une tâche et je vais mettre mon temps. Donc, identifie la tâche, c'est la vraie difficulté. Dans la feuille de temps qui existe sur EPM, on peut identifier par projet facilement. Et on peut ajouter une colonne, c'est-à-dire un champ qui s'appelle la hiérarchie de la tâche. Ça va nous donner le cheminement jusqu'à la tâche. Exact. Ça va être affiché dans un champ sur lequel on peut regrouper. Mais ça ne reste pas une aussi belle hiérarchie que dans un projet. Il n'y a pas On d'invention. a d'autres options. Il resterait une option technologique à explorer. Parce que dans notre feuille de temps EPM, il nous manque un bouton rechercher. Si j'ai 40 tâches, trouver la tâche. Par contre, si mon employeur me fournit un téléphone intelligent, il y a aussi une feuille de temps sur le téléphone intelligent. Et là, il y a un bouton recherche. Ça pourrait être une solution technologique. À tout travail. Là, c'est tout ce qu'on a. Et à noter que cette solution-là fonctionne très bien avec les applications online. Mais si jamais vous avez un EPM qui est local, l'application ne fonctionnera pas forcément. Donc c'est très limité à la partie cloud de la solution. Oui. On revient un peu au feuille de temps. Moi, j'ai pas des problèmes. Je reçois la trouver des feuilles de temps. Donc j'ai du mal à identifier les heures qui doivent être approuvées. Je vois le total de la temps sur la tâche. Je n'arrive pas à voir ce qui temps qu'on me demande d'approuver. Ouais. Ça, c'est des questions de paramétrisation à ce moment-là de ta vue approbation. Il y a très peu de choses que les administrateurs peuvent faire. Mais il y a un bouton qui permet de t'amener directement à la période qui a été modifiée. Non, mais je veux dire, lorsque je reçois, lorsque je l'ai dans la section information. Oui. Oui, je parle de ça aussi. Ouais, on parle de ça aussi. En PWA, sur le web. Alors, quand vous prenez une affectation, qui vous guide jusqu'au moment où il y a la mise à jour par rapport. Les chiffres qui sont modifiés sont affichés en rouge. Contrairement à tous ceux qui ne sont pas modifiés sont en noir. S'il vous plaît, répétez les questions parce que les gens n'entendent pas les questions de tout le monde. OK? Je vais finir juste l'explication. Vas-y. L'erreur courante, c'est de ne pas changer. Bon, on pourrait dire pas la période, mais je veux dire la range. La fenêtre de temps qu'on regarde. En fait, lorsqu'on fait les approbations, je ne crois pas que c'est possible de le faire, même si on change la fenêtre de temps. Si la ressource soumet ou applique une modification pour une fenêtre de temps différente précédente ou dans le futur, c'est tout. Moi, la fenêtre de temps n'est pas limitée à la semaine que tu regardes. Oui. Ce qu'elle a soumis. Exact. C'est une des raisons pour lesquelles on recommande de bloquer le futur, en général. De bloquer le futur. Oui. Et vous pouvez aussi bloquer les périodes précédentes en termes de saisie et de soumission de feuille de temps. Mais ça va dans la configuration à ce moment-là de votre EPM individuel. Et c'est l'administrateur qui peut le faire, ou celui qui a les droits d'administration en tant que tel là-dessus. Bloquer le passé, c'est une bonne pratique. Dès qu'on peut, on ferme les périodes du passé. Parce que sinon, on a des rapports financiers qui n'arrêtent pas de changer. Exact. Mais c'est correct pour moi dans le sens où je ne suis pas les problématiques avec ça. C'est juste lorsqu'il y a des demandes clients ou la personne part en vacances la semaine suivante, elle a sa feuille de temps, elle a affaire pour le lundi, seulement pour la semaine suivante. Puis là, il l'a fait tout de suite parce que elle l'a bloqué pour le futur. Bon, elle va s'oublier. Il ne l'a pas le bloqué. Je
pense que ça se répond de la même manière. C'est un choix, c'est une paramétrisation. De la même manière qu'on bloque les périodes précédentes, on peut aussi bloquer les périodes futures et les contrôler leur ouverture de la même manière, sans nécessairement bloquer la saisie du temps futur. Ça veut dire que mes périodes de feuilleton peuvent être définies pour l'année au complet. On est en plein milieu de l'année. Toutes mes périodes précédentes sont définies. Je peux choisir de les ouvrir ou de les fermer de la même manière. Donc, sans bloquer nécessairement leur saisie. Et juste les fermer à bloquer la mise à jour de ces périodes-là. Certain que la grandeur de l'équipe vient changer les choses. Il y avait aussi une autre question initialement qu'on n'a pas répondu, ce serait de regrouper l'information sur autre chose que les champs par défaut des maîtres projets. C'est certain que si jamais dans un maître projet, vous avez de l'information contractuelle que vous aimeriez suivre, ou bien en plein milieu d'année, votre PMO décide de changer leur processus, leur process, on va dire, de cycle de vie de projet. Les phases ne sont plus les mêmes. Les regroupements d'informations ne sont plus les mêmes. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser les champs texte pour saisir l'information de regroupement que vous nécessitez et regrouper à travers ce champ texte-là l'information selon ce que vous voulez voir. À ce moment-là, tous les champs de coûts vont être calculés sur ces regroupements-là, tels que les coûts réels, coûts restants, mais ce n'est pas limité à ça. Date de début, date de fin aussi de manière similaire. Donc vous allez pouvoir garder une trace de l'information dépendamment du regroupement que vous avez besoin. Ça va dépendre de c'est quoi votre besoin de regroupement. Est-ce que c'est de nouvelles phases? Est-ce que c'est un contrat que je veux suivre? Ou est-ce que c'est des regroupements de différents contrats? Donc ça, c'est faisable. Vous pouvez utiliser des champs textes pour ça. Mais la prémisse, c'est que vous saisissez et vous maintenez à jour l'information. De la même manière. Et comment récupérer l'information et la regrouper, ça va de la même manière que ce qu'on a montré pour les vues précédentes. On va aller dans le champ regrouper et afficher l'information. Ça peut aller même plus loin que ça. Si jamais vous voulez filtrer pour voir juste l'information d'une chose en particulier, là j'ai montré comment faire des regroupements. Vous pouvez aussi aller dans MS Project, configurer ce qu'on appelle des filtres. Des filtres vont permettre de filtrer l'information selon certains champs. Ça peut être des champs personnalisés, comme des champs par défaut des MS Project. Et pour ceux qui sont dans EPM, vous avez même accès aux champs de ce qu'on appelle de manière entreprise. Donc si dans EPM, vous avez de l'information qui est générée au niveau du serveur, vous y avez aussi accès dans MS Project, dépendamment du type de champ dont on parle. Un champ de type tâche va apparaître au niveau des tâches. Un champ de type ressources va apparaître au niveau des ressources. Un champ de type projet, là, ça va apparaître uniquement au niveau de l'information du projet. Ajoutons que si on est dans EPM. Je pense pas que tu entends beaucoup. Ouais. Autre source, ça veut dire aussi qu'on peut utiliser un outil comme Power Query ou Power BI pour des rapports qui marient des informations qui viennent de plusieurs systèmes. Oui. Là, on va à ce moment-là dans ce qu'on appelle le reporting. Pour ceux qui ont EPM, vous êtes fait pour des rapports. Pour ceux qui sont en local, les rapports sont faits avec ce qu'on appelle des cubes. Là. Quand vous êtes dans online, l'information est disponible sur un autre format. Mais l'information est disponible pareil. Et faire des rapports avec cette information-là, la marier avec d'autres sources de données, ça peut être des listes SharePoint, ça peut être un autre Excel, ça peut être un site web, est faisable. Mais ça va après, encore une fois, dépendre de vos compétences par rapport à ces outils-là et aussi par rapport à vos connaissances de la source de données. Donc, comme on dit en bon anglais, the sky is the limit. Est-ce qu'on a répondu à la question? Moi, j'ai une question encore par rapport au premier point. C'est vraiment spécifique. Si on a un contrat, nous, envers le client, on s'engage à faire 100 jours par mois en évolution. Oui. Le reste, c'est de la correction, de whatever. Nous, c'est à l'intérieur de notre contrat, là, on a un engagement à faire 100 jours par mois en évolution. Moi, ce 100 jours par mois-là, je dois suivre. On s'est mis des mécanismes pour le suivre. Mais je n'ai pas trouvé comment je peux arranger mon plan pour essayer de faire ma planification pour que ça soit ça qui soit favorisé quand je planifie mes temps. Je veux, puis là j'ai repris la charge de projet, c'est quelqu'un d'autre avant, puis on a monté comme
deux plans, un plan évolutif, un plan correctif. Puis, c'est peut-être parce que c'est dans deux plans, c'est plus difficile à gérer, je ne sais pas. Mais tout ce que j'arrive à faire, c'est de changer le pourcentage d'utilisation des ressources pour réussir à essayer d'arriver dans ma planification, puis je dois montrer à mon client, OK, ben là, dans Planif, on a comme 120 jours ce mois-ci en évolution, ça marche pas, là, fait que, y a-t-il quelque chose qui pourrait m'aider dans ce pour faire ce genre de gestion-là? Oui? Ben, il y a différentes solutions. Ça, la question. Ouais. Le plan que toi, c'est comme l'explique, en fait, apparemment, en utilisant des champs textes, tu peux relier ces deux plans de telle sorte à pouvoir, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir pour le ressources la répartition et sûr qu'il n'y a pas de charge. Je pense que je vais juste répéter la question, puis ça va plus loin que je pense juste de regrouper l'information. La question ici, c'est j'ai un besoin de suivi sur une période précise, je dois avoir une capacité précise. Je dois pouvoir la planifier, la contrôler et la maintenir. Comment est-ce que je le fais dans un plan de projet facilement pour m'assurer en tout temps d'avoir cette information-là qui matche avec ce que je m'attends qu'elle matche? En l'occurrence, le besoin ici est un 100 jours par mois sur une tâche. Très honnêtement, c'est pas facile de le faire. Pourquoi c'est pas facile de le faire? Parce que il y a trois types de tâches dans un plan. Tâches qui sont en type de travail fixe, durée fixe et capacité fixe. La tâche en type de travail fixe va permettre de fixer ton 100 jours, mais ça ne permettra pas de fixer la durée nécessairement. Ça veut dire qu'en fonction de ce que les gens vont charger, la date peut changer, mais le travail va rester à 100 jours. Le champ la tâche de type durée fixe va permettre de fixer sa tâche au moins à un mois, mais pas nécessairement à 100 jours en termes d'effort. Et la tâche de capacité fixe, unité fixe qu'on appelle, permettra de te bloquer la capacité de tes ressources, pas nécessairement ni la durée ni l'effort qui en résulte. Donc il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution facile à ça. Je pense que une des recommandations qu'on pourrait faire, puis c'est pas la seule, ce serait peut-être de créer genre une seule tâche par mois déjà, pour simplifier ton suivi. Et dans chacune des tâches, au moins la mettre en durée fixe et de cocher le petit bouton qui s'appelle piloter par l'effort. Vous voyez, c'est ça l'avantage de faire partie d'une équipe. On a déjà deux opinions. On pourrait discuter. Je vais pas sortir de Il y a différentes manières de le faire. Il y a toujours plusieurs manières de le faire, en effet. Moi, je m'y prendrais en jouant avec les priorités et en utilisant le listage automatique. C'est une question de prototypage. Alors, ma façon n'est pas plus facile que la tienne, mais je pense qu'elle donnerait des meilleurs résultats. Donc, dans les deux cas, il faut l'huile de coude pour mettre ça au fond. C'est ça. Ouais, hein. Puis il faut le maintenir. Dans les deux cas de figure, il faudra les maintenir. Il n'y a pas de solution magique, on va dire à ça. C'est juste de comment est-ce qu'on se donne des outils pour pouvoir facilement identifier les variations qu'on a. Donc ça pourrait très bien être soit la solution de code, soit la mienne, mais aussi de considérer utiliser par exemple un baseline pour, une fois que tu as planifié tes 100 jours, garder une trace là-dessus. Il y a un autre champ qui va calculer la variation par rapport à ça. Les 100 jours, ça fait le plus que la C'est ça. c'est le fun. Mais c'est ça que je dis, au fur et à mesure que tu les planifies, tu gardes une trace. Oui. Puis après, te comparer par rapport à cette trace-là. Mais il n'y a pas de solution malheureusement magique par rapport à ça. C'est bon. Au téléphone, on ne nous a pas beaucoup entendu. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par des questions ou qui ont des questionnements? N'hésitez pas, vous avez deux experts présents pour répondre. Avec des opinions différentes. Avec des opinions différentes. C'est parce que Marc s'en mêle pas. Oui. Il reste Marc Denis. Ben écoutez. J'aurais une question, moi. Oui. Dans le cadre d'un projet en Agile, qu'est-ce qui serait recommandé de faire au niveau de l'assignation des ressources? Est-ce que ce serait en ressources nommées ou en ressources génériques, à votre avis? Moi, j'ai utilisé des ressources nommées, mais au moment où le sprint démarre. Pardon? Je n'ai pas suivi là. Dans le fond, tout ce qui est dans le futur, j'utilise des ressources génériques. OK. Mais au démarrage d'un sprint, je mets des ressources nommées. Exact.
Si jamais tu connais tes ressources d'avance et ton équipe agile et fixe, tu pourrais très bien planifier tout de suite un mix de ressources nommées et de génériques si jamais tu as une marge d'assignation supplémentaire. Ça pourrait être, comme dit Claude, uniquement des ressources génériques pour le futur et au fur et à mesure que tes sprints démarrent, remplacer l'assignation de la générique par des ressources nommées. Ça va dépendre du cas de figure qui est le plus adapté. Parfait. C'est bon. D'autres questions? Non. C'est bon pour nous ici, merci. Ok. Bah, écoutez, merci. Je pense que Pierre a encore une petite... Je voulais juste te remercier, Mathias, pour la belle présentation, Claude, pour ton opinion contradictoire. Merci pour tout le monde qui sont venus. Il reste quelques tranches de pizza aussi. Et puis, si vous avez encore des questions, même plus spécialisées, Mathias est réservé encore pour 15 minutes, donc n'hésitez pas. Et Claude aussi. Leaving the meeting. David. Leaving the meeting. Et la présentation. Donc, merci à vous. Quitte la conférence. Salle SS08F. Quitte la conférence. Chantal Boulian. Leaving the meeting. Bye-bye. Leaving the meeting. Leaving the meeting. Quentin.